Suite numéro 2 donc de l'article consacré à Gérard Patrice et donc article écrit par Marie, si j'ai bien compris, je relis parce que moi ma mémoire, ou Marie-Claire, voilà, Schaeffer. Voilà, moi, hop, allô, Bug Télé, bonjour, retour sur Bug Télé, puisque visiblement, alors je sais pas si je vais pouvoir continuer à lire cet article, qui est pourtant, on va dire offert, qui est libre, autorisé, je ne sais pas. Alors on en était arrêté à Âge d'homme et Montagne russe, j'espère donc ne pas lire dans le vide. La série des grandes répétitions avait révélé à certains producteurs français et étrangers qu'en ce qui concernait les réalisations musicales, il fallait dorénavant compter avec ce jeune réalisateur dont le nom était un prénom, Patrice. Boujard, voyagea, abordant les grosses machineries des coproductions, il rentrait dans la commande. Il rentrait, non? Je sais pas. Il rentrait... parce que rentrer, je sais pas ce que ça veut dire. Il rentrait dans la commande. Au bout, l'efficacité dans le filigrane, toujours la même sensibilité, mais les sujets brillants, s'ils ne sont pas un tant soit peu agressifs, sont vite exploités. Ainsi, en 1969, si la co-réalisation avec François Reichenbach sur Rubinstein, L'amour de la vie, obtint à Hollywood l'Oscar du meilleur long métrage de reportage, le nom de Patrice ne fut même pas mentionné au palmarès. Karajan, tombant sous le charme de la douceur de Patrice, l'impose comme co-réalisateur de Reichenbach sur Naissance d'un opéra, Carmen, la 9e symphonie, mais l'étreinte de Karajan devient quelque peu dévorant et Patrice prend ses ailes à son cou. En 1971, Bernard Chevry, producteur de Midem Productions, lui commande 2 films, l'un sur Rostropovitch, un homme de Russie, et un sur Isaac Stern, Mon nom est Stern. Dans le jeu des talents de Patrice, le musicien semble gagner de plus en plus sur le peintre. Ce n'est qu'une illusion. En fait, Patrice, de film en film, s'impose comme un merveilleux portraitiste. Avec la commande d'un film sur Max Ernst, Histoire naturelle, coproduit par l'UNESCO, il célèbre des retrouvailles avec le service de la recherche. Max, le peintre, devenait ici le modèle, et dans l'échange du double regard bleu et pointu de 2 chasseurs quelque peu insolents, on ne savait plus bien lequel d'entre les deux, qui, du plus âgé ou du plus jeune, était l'oiseau ou l'oiseleur. La confidence du prince du surréalisme chuchotait à Patrice, citons-la: nageur aveugle, je me suis fait voyant, j'ai vu, et je me suis surpris amoureux de ce que je voyais. Pouvant tout aussi bien fournir la légende du peintre comme celle du cinéaste, tout de suite après, Patrice, retrouvant le terreau d'une liberté d'inspiration très spécifique du service de la recherche, proposait un tournage au sein d'une famille provinciale de 13 enfants, la famille de mon frère. Enfin, l'enfant cerné tel une énigme, celle de l'origine du roman de sa vie, c'était un signe, un avertissement kabbalistique sans doute, puisqu'au cours de la réalisation, c'est toute l'enfance de l'art qui disparaissait avec le service de la recherche, englouti, lui et son grand berger, dans la liquidation des biens d'une ORTF éclatée, à travers le suivi chronologique des œuvres libres et des œuvres de commande, circonscrivant empreintes, essais, témoignages, portraits, bref, toutes les facettes de la mise en scène du réel par un artiste, se lit non seulement le mûrissement d'un auteur, d'un écrivain d'images, d'un poète, mais la chronique d'une institution RTF, puis ORTF, qui, telle une grenade éclatée en 1974, en quartier plus ou moins vert, plus ou moins blé, laisse le réalisateur sur le quai d'un service public à la croisée de hasard et nécessité. Les îles hybrides, de 1975 à 1985,
complètement tiraillé, l'ambition d'être et la pudeur d'agir, câblé entre l'ironie et la candeur, le tempérament et la sensibilité de Patrice vont se frayer un étroit passage dans l'adaptation de ce qui s'appelle le nouveau paysage audiovisuel. Comme pour beaucoup d'autres réalisateurs de cette famille d'esprit-là, il n'y a plus tellement de production à arracher dans la marge des quelques bonnes volontés des programmateurs des sociétés issues de l'ORTF, fidèles à un certain regard. Chacun son petit métier, chante Stravinsky dans l'histoire du soldat, mais c'est le diable qui a la partition, pour ne pas dire le fric. Cette fois-ci, on ne cherche plus d'idées, on cherche des sponsors, des astuces, des alibis, des compromis, pas forcément du sens, et on évite le bon sens. L'indice d'écoute de son 7e bureau à ciel ouvert vous salue bien. Patrice résiste à sa façon. En 1975, un peu de série Inventaire, Adieu ma petite Léone en 1976, un peu d'entretien avec Jean Guiton, Le Château et la Chaumière, et puis un peu d'anthropologie poétique Boris Vian, Les apprentis magiciens, pour la Sud-Ouest Funk en 1977, puis quelques spots publicitaires pour la franco-américain Film. En 1978, la télévision bavaroise lui commande un Schubert avec l'interprète Christa Ludwig. C'est vrai, tous les désenchantés romantiques savent que les chants les plus beaux sont les plus désespérés, et s'ils en doutaient, Schubert le leur confirmerait. Mais quand même, on peut dire que Patrice n'est pas épargné par le mouvement peau de chagrin de la production de création. Le DPCR, cellule de recherche à l'INA, conserve encore une étroite marge d'initiative de programmes appelés spécifiques, dans laquelle peuvent s'inscrire quelques commandes faites à Patrice, essentiellement réalisées à base d'archives, mélodrame ce soir, destin, thème démontrant l'exploitation par les médias du malheur individuel. Le DPCR paiera cher dans peu de temps le maintien de sa tradition de gardien de but de l'éthique télévisuelle. On lui coupera verbe, sujet et même le complément. Roger Stéphane commande encore 3 heures à Patrice, l'une sur le chef-d'œuvre de Grunwald, le retable d'Issenheim, représentation du sacrifice décrypté par regard et parole d'enfant aux enfants de Colmar et 2 autres sous le titre La liberté de l'esprit, essai concernant la prise de conscience de l'univers par les hommes de la Renaissance, sans S. Là, j'en profite pour corriger en passant. En 1982, Patrice se voit confier un nouveau portrait de peintre, Juan Miro, musique muette, sur la base des archives inédites de la galerie Meg. Enfin, c'est par ce titre insolite, juste une image, série de Thierry Garel, dans laquelle Patrice réalise la condensation en 52 minutes d'une journée entière de programme sur une chaîne, qu'à demi pleine la page du curriculum s'achève, comme si quelque chose avait cédé, à bout de force, asphyxié. Car en fait, si l'on contemple ces 10 années de réalisation télévisuelle de Patrice, tout cela est brillant, astucieux, enjoué, nerveux, grave ou grinçant, mais on le sent, Patrice s'applique à être le bon élève qu'il avait toujours refusé d'être. Il passe, et nous avec, à côté de lui, sans plus se rencontrer. Il n'est plus à sa main, comme disaient nos grands-mères, celles de Nancy ou de Poitiers, quand elles faisaient sauter les crêpes de la Chandeleur. Il cisèle ses systèmes jusqu'à ce que l'emballage, la forme du message, deviennent en fait le fond. C'est bien la marge de liberté qui est parfois laissée aux réalisateurs en cette époque de mass and message. Un soldat revient de guerre, a beaucoup marché, fredonne le petit violon, mais le soldat est à la solde, et si on lui a laissé les paroles, on lui a quand même coupé la voix. C'est pour cela qu'il est si fatigué. L'espace du dedans, 1985, 3 ans. C'est l'espace symbolique et réel de toute dépression. L'unité de temps archétypique du deuil, lentement, avec la ténacité d'un noyé. Patrice
reprenait son souffle, créant un atelier de production de films vidéo, la Chenet Film, s'associant pour cela avec le docteur Claude, Jean Girard, directeur de la clinique de Chaille, où il avait réalisé 20 ans avant La Maison du Bout du Monde. Patrice avait eu le courage d'investir un petit arpent du bon Dieu, un bien, comme on dit dans les campagnes, légué récemment par ses parents dans une entreprise délibérément potlatch, à but non lucratif, ô combien, au lieu de s'en constituer un abri plus domestique. Grâce à cette dernière espiègle transgression au bon sens très paysan, lui aussi, Patrice se remettait à faire des images avec ce qui se passait dans sa tête, en arrachant enfin des mains du diable le petit violon. À travers la vision des 3 premiers numéros de la série L'Anthropographe que la 7e chaîne diffusait récemment, ceux qui le connaissaient et l'aimaient saisissaient très vite que Patrice avait bien retrouvé la voix du poète de 7 ans qui trépignait d'impatience et d'insatisfaction en lui depuis 10 ans. Enfin, remis à l'œuvre, écrivant des silences, notant l'inexprimable, fixant des vertiges, peu à peu, Patrice reconstruisait sa propre recherche, s'approchant de la maîtrise de son temps antérieur solitaire. Il s'était installé près de Blois, à quelques kilomètres de la Chênaie, en pleine campagne, et mettait autant de soin à traiter une bouture d'arbre qu'une collure de film. Moi qui me suis dit mage ou ange, mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan, Arthur Rimbaud. Paysan dans ses racines sans doute, poète dans son art, sûrement, c'est ce qui s'affirme avec éclat dans Solitude, que l'on reçoit à notre tour comme un autoportrait, un testament dans lequel Patrice offre tout l'or de soi, épreuve et exorcisme. Né de la rencontre entre un réalisateur et un anthropologue, la série L'Anthropographe entendait traiter de la part nocturne, voire occulte, des existences quotidiennes. À Solitude succédait Médium, Dialogue secret, Arte Maga, Le petit chat est mort, Cancer, La saison du Brame. C'est Rimbaud encore qui parle ici à la place de Patrice, relayant l'absent. Mon caractère s'aigrissant, je disais adieu au monde dans des espèces de romances. Mais ce talent de conteur aigre-doux, bourru parfois qu'avait Patrice, ce goût qu'il avait d'inventer des histoires qui n'en étaient pas et de jeter des charmes, lui faisait oublier peut-être qu'il dépassait ses propres limites physiques, faisant l'impasse sur ses menaces personnelles et préférant nous avertir des nôtres, tels les Mazzari de son Arte Maga, vous savez, ceux qui voient ce que les autres ne voient pas. Pour ceux qui l'avaient découvert à temps, séduit, dérouté, piqué au vif par sa façon d'être et de ne pas être tout à la fois, l'empreinte indicible de ce style, traversant toute son œuvre, demeure en nous celle d'un cristal qui songe. Ah, Ève, petite Ève, coucou, bisous, de cœur. Ça c'est moi qui rajoute évidemment, ça c'est Cham, tu vois. Marie-Claire Schaeffer. Ça c'était la deuxième partie, et fin évidemment pour cette version, en espérant évidemment que ça s'est enregistré, mais ça, l'avenir va nous le dire avec ce petit truc. On va arrêt de l'enregistrement et on va découvrir, est-ce que ça a enregistré sur Bug Télé, mystère, ça c'est le mystère, sur Chameau Télé. Oh la belle vie.